Bonjour à tous. D'abord, merci Fringistrict d'organiser cet événement. Je m'appelle Olivier Sureau, je suis expert comptable français et expert comptable américain. J'ai la double casquette et double diplôme. Je suis associé fondateur du cabinet Jade Associates. Nous avons 5 bureaux aux États-Unis, dont Miami. Et notre particularité, c'est que nous traitons en fait de la fiscalité franco-américaine, à la fois personnelle mais également pour les sociétés. Et nous sommes spécialisés sur la convention fiscale franco-américaine, sur les conventions, parce qu'on a plusieurs, je vous en parlerai rapidement. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, parce que parfois j'ai l'occasion, quand je suis parti, de parler peut-être un petit peu vite. Et n'hésitez pas aussi à m'arrêter s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Plus fort? Aussi plus fort? D'accord. Donc je vais parler plus fort également. Le but aujourd'hui, c'est de parler de la fiscalité franco-américaine personnelle. Donc là, on se situe que du côté individuel. Je ne vais pas vous faire une présentation de la fiscalité américaine, ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de connaître la fiscalité pour une personne qui habite aux États-Unis et qui conserve des revenus en France, et qui a également des revenus aux États-Unis, et une personne qui peut avoir un statut d'immigration différent ou un statut personnel particulier. Donc, cette présentation, encore une fois, tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, chaque cas est unique et personnel. Donc n'hésitez pas à en parler à votre expert comptable ou à votre avocat fiscaliste de chaque particularité dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la présentation, de telle façon où elle est faite, elle est effectuée, c'est qu'on va prendre l'exemple d'une famille pour rester encore une fois plus simple possible, parce que moi je vais employer des termes techniques, mais il faut que ce soit compréhensible pour vous. Donc on va partir du principe d'une famille, donc on parle du père Martin, de la mère Chantal, et ils ont deux enfants, Pauline et Arthur. Ils habitent en Floride. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une maison en France, ils ont une maison en Floride, ils ont des actions et des comptes en banque en France. Ils ont une assurance vie également en France. Et bon, en Floride, ça rigole, mais ça, c'est pas très important. Et ils font le choix, pour l'application de cet exemple, de bénéficier de la convention fiscale. Vous pouvez tout à fait le refuser également. Alors, Martin et Chantal sont arrivés, donc là on est en 2014, ils sont arrivés en 2013 en cours d'année. Est-ce que si j'arrive en 2013 en cours d'année, je vais devoir effectuer une déclaration fiscale aux États-Unis? La réponse est bien évidemment oui, si j'ai touché des revenus américains spécifiques, ou oui aussi si j'ai même touché des revenus étrangers à partir du moment où je deviens résident fiscal américain. Donc là, la notion de foyer, ce qu'on appelle foyer fiscal, résident fiscal américain, sera important à connaître. On va en parler tout de suite. Là aussi, souvent méconnu, aux États-Unis, vous avez deux grands critères de notion de résidence fiscale. Le premier critère, qui est plus basé sur un critère, je dirais, entre guillemets, de votre statut d'immigration, c'est-à-dire que je suis carte verte ou citoyen américain. Dans la Constitution américaine, il y a une règle qui s'appelle la saving clause. Si je suis citoyen américain, je suis considéré automatiquement comme résident fiscal américain. Et ce, peu importe si je passe un jour, 2 jours ou aucun jour aux États-Unis, je serai considéré comme contribuable américain à vie. La carte verte, c'est la même chose. Il y a des exceptions, je vais vous en parler, qui sont souvent méconnues également, mais la carte verte aussi. Donc ça, c'est le premier critère d'immigration. Le deuxième critère, qui n'a rien à voir avec l'immigration, peu importe, vous avez un visa, vous n'avez pas de visa, vous êtes en touriste, vous êtes même entre guillemets illégal, c'est un critère en fait de calcul mathématique. Il est basé sur ce calcul, cette règle des 3 dernières années. Donc, souvent on a tendance à penser qu'en fait, si je passe 183 jours aux États-Unis au cours de l'année considérée, ben, je suis résident fiscal américain. En fait, cette règle elle est fausse, parce qu'en fait, on va faire une addition de 3 sommes. On va prendre le nombre de jours que vous avez passé au cours de l'année de référence, là on va dire par exemple 2013, on va y rajouter le nombre de jours que vous avez passé, un tiers du nombre de jours que vous avez passé au cours de l'année N-1, donc là dans notre exemple 2012, et on va y rajouter 1/6 du nombre de jours que j'ai passé en 2011.
Donc, je vous donne un petit exemple. J'y ai passé en 2013 170 jours aux États-Unis. Là, vous me dites, ah, je suis pas résident fiscal américain. Attendez, combien de jours avez-vous passé en 2012 et en 2011? En 2012, j'ai passé 30 jours. Donc, je prends un tiers de 30 jours, je suis à 10 jours. Donc, on est à 170 plus 10, 180. En 2011, j'ai passé, par exemple, 60 jours. On prend un sixième de 60 jours, donc 10 jours. Ça fait encore 10 jours à rajouter. Donc, j'arrive à la fin à 170 jours, plus 10 jours, plus 10. Ça me fait 190 jours. Donc, je suis résident fiscal américain. Et donc, à ce titre, assujetti aux règles fiscales américaines, de tout résident fiscal américain. Et même si j'ai passé que 170 jours sur le territoire américain au cours de l'année 2013. Et ça, c'est très important parce qu'on vous dira souvent, et notamment des avocats d'immigration vous diront souvent, s'il y a bien une chose, si un jour vous voulez vous faire régulariser de votre statut d'immigration, c'est d'être à jour de vos obligations fiscales aux États-Unis. Vous verrez souvent, notamment il y a eu le cas il n'y a pas très longtemps, il y avait une vague de régularisation de sans-papiers aux États-Unis. Et l'un des critères, c'est de prouver que vous êtes à jour de vos obligations fiscales. Donc même si vous êtes illégal, on vous demande de respecter vos obligations fiscales. Donc peu importe le nombre de jours, je suis en visa B1, je suis en visa touriste, je suis en autre visa, il y a cette règle-là qui va s'appliquer. Les deux exceptions, la seule exception qui vous fera sortir de ce calcul, c'est si vous avez deux types de visas. Le visa F1, qui sont des visas étudiants, et le visa J1, qui sont aussi des visas d'étudiants ou de stagiaires. Dans ce cas-là, même si vous dépassez les 183 jours, vous resterez attaché à votre foyer de résidence fiscale du pays d'où vous venez. Donc, en l'occurrence, par exemple, la France. Mais ça sous-entend que dans ce cas, vous devez continuer à payer vos impôts en France. Ça, c'est la seule exception à cette règle fiscale. L'autre exception, ce sont des exceptions de convention fiscale. On en parlera tout à l'heure. Donc, j'arrive en cours d'année. Martin et Chantal, on se prend la première hypothèse de tout à l'heure, sont citoyens américains aux cartes vertes, ils arrivent en cours d'année. Je suis arrivé en 2013, en cours d'année, qu'est-ce que je dois faire aux États-Unis? Et qu'est-ce que je dois faire en France? Aux États-Unis, c'est assez simple, puisque, comme je vous évoquais tout à l'heure, premier cas de figure, de par la Constitution américaine, je suis citoyen américain aux cartes vertes, je suis résident fiscal américain. Donc, quoi qu'il arrive, même si j'étais en France, je devrais faire une déclaration de résident fiscal américain pour toute l'année. Ça, ce sera important de connaître. Par contre, vis-à-vis de la France, je vais faire une déclaration de résident fiscal du 1er janvier jusqu'à ma date de départ, d'arrivée aux États-Unis, où je vais déclarer tous mes revenus, à la fois français et étrangers. Et pour le reste de l'année, je ne déclarerai que mes revenus français spécifiques. On reparlera tout à l'heure de quel type de revenus je dois déclarer en France. Maintenant, Martin et Chantal, là je vais m'attarder un petit peu sur cette exception. Ils ont la carte verte. Et ça, c'est aussi souvent une chose dont on parle. On dit souvent, ah non, moi j'ai peur de prendre la carte verte parce qu'après, si je pars, si je rentre en France, je devrais continuer à payer mes impôts, je devrais continuer à faire une déclaration de résidence fiscale aux États-Unis. Ça m'embête, c'est pas ce qu'il y a de plus avantageux. En fait, c'est faux, pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez une convention fiscale qui dit la chose suivante, à l'exception pour les citoyens américains. Si je suis considéré comme résident fiscal de deux pays, donc France et États-Unis, puisqu'on parle de la Convention franco-américaine, dans ce cadre-là, je ne peux être résident fiscal que d'un pays. Donc la Convention fiscale est dit la chose suivante, où est mon foyer d'habitation permanent? Donc là, vous dites, j'en ai des deux côtés, j'en ai en France et aux États-Unis. Votre foyer familial, il est où? Et le centre de vos intérêts économiques. Si ces trois critères-là, on va dire, sont en France, vous serez résident fiscal français, même si vous avez la carte verte. Par contre, attention, c'est là où j'insiste, en faisant ça, vous allez faire une déclaration de non-résident fiscal aux États-Unis avec une carte verte, vous allez faire jouer la convention fiscale, mais derrière, vous allez vous jeter un petit peu dans la gueule de loup vis-à-vis de l'immigration, c'est-à-dire que vous allez leur dire et montrer que vous passez plus de 6 mois à l'étranger. Vous savez, normalement, une carte verte, c'est pas mon domaine, je sais qu'il y a un avocat d'immigration ici, mais pour la carte verte, vous pouvez perdre votre statut normalement d'immigration, vous passez plus de 6 mois, à l'exception de faire un free permit qui vous permettra justement d'être à jour. Donc si vous voulez bénéficier de la convention fiscale en ayant une carte verte, consultez un avocat d'immigration pour être à jour de vos obligations d'immigration. Et ça aura un super avantage. Pourquoi? Parce que grâce à ça,
Même si vous avez une carte verte, vous allez faire une déclaration de non-résident aux États-Unis. Et vous savez qu'un des rares avantages qu'on a encore en France par rapport aux États-Unis, c'est l'immobilier quand il est à très long terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on va dire 30 ans, parce que même si aujourd'hui ça a descendu pour une partie à 22 ans, vous êtes totalement exonéré de l'immobilier en France. Sauf que si moi je suis résident fiscal américain, pas parce que je suis exonéré d'imposition en France, que je vais l'être aux États-Unis. Puisque comme je suis résident fiscal américain, j'ai l'obligation de déclarer mes revenus mondiaux. Donc en faisant ça, ça vous permet un jour de vous dire je dois revendre mon immobilier. Ben, je vais rentrer en France pendant 2 ans. Je vais me refiscaliser entre guillemets en France. Je vais vendre mon immobilier, je vais bénéficier de la convention fiscale, tout en gardant ma carte verte, je ne vais pas la perdre. Mais grâce à ça, ça vous permettra d'être exonéré totalement de l'imposition sur les plus-values. Donc ça souvent, n'hésitez pas, ne pensez pas que de prendre la carte verte, vous allez être bloqué d'un point de vue fiscal. C'est faux. Vous le serez, oui, si demain vous allez dans un pays qui n'est pas issu par une convention fiscale. Demain vous dites, je vais aux Bahamas, pas de convention fiscale avec les Bahamas. Si vous avez une carte verte, le fisc américain va vous dire, ah non, vous allez dans un pays, il n'y a pas de convention fiscale, donc on continue à vous taxer sur les revenus mondiaux aux États-Unis. Et si vous allez dans un pays demain qui a une convention fiscale, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, ça vous permettra d'éviter cette double imposition. Donc je vais faire l'aparté là-dessus parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Donc maintenant j'arrive aux États-Unis avec un visa de travail autre que F1 et J1, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est à part. J'arrive avec un visa, qu'est-ce qui se passe? Premier cas de figure, au 31 décembre, j'ai fait plus de 183 jours avec la règle dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc j'ai fait plus de 183 jours. Donc vous allez devoir distinguer deux parties. Vous allez avoir ce qu'on appelle aux États-Unis une situation de dual statut. J'ai un statut de non-résident fiscal au 1er de non-résident aux États-Unis, mais au 31 décembre, comme j'ai fait les 183 jours, je suis résident fiscal américain. Donc à ce titre-là, on va séparer en deux. C'est-à-dire que du 1er janvier à votre date d'arrivée aux États-Unis, vous allez faire uniquement une déclaration de non-résident. Vous allez déclarer vos revenus américains spécifiques, donc vos revenus de source américaine. De votre date d'arrivée aux États-Unis jusqu'à votre date de fin d'année, jusqu'au 31 décembre, vous allez faire une déclaration de résident fiscal où vous allez déclarer vos revenus mondiaux. Ça aussi, souvent, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire que vous allez faire deux déclarations. Une 10-40 NR, ce qu'on appelle, et une 10-40. C'est ce qu'on appelle un dual status return. En France, ça va être l'inverse. En France, je vais faire une déclaration de 2042 de résident du 1er janvier jusqu'à ma date de départ officielle en France et aux États-Unis et depuis ma date d'arrivée aux États-Unis, ma date de départ en France, je fais une déclaration de non-résident. Je vais mettre uniquement mes revenus de source française, par exemple vos revenus fonciers. Ça, c'est bien les deux étapes à distinguer. Donc, par exemple, vous aurez 4 déclarations fiscales à faire. 2 en France et 2 aux États-Unis. Une 2042 NR et une 2042 en France, et une 1040 NR et une 1040 aux États-Unis. Deuxième cas de figure, je suis arrivé en cours d'année, mais j'ai fait moins de 183 jours. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous allez être non-résident fiscal aux États-Unis. Vous allez devoir déclarer qu'une déclaration de non-résident dans laquelle vous allez mettre vos revenus uniquement de source américaine. Mais ça sous-entend que vous restez résident fiscal français, parce qu'il faut être résident fiscal d'un pays. Donc vous continuerez à être résident fiscal français jusqu'à la fin de l'année calendaire, l'année civile. Donc vous continuerez à faire une déclaration de résident en France. Mais attention, n'oubliez pas dans ce cas-là de mettre vos revenus américains dans votre déclaration française. Cependant, il y a une exception à ça. C'est-à-dire que vous avez envie de dire, non, moi, une fois que je suis parti de la France, je vais partir de la France, donc officiellement, je vais être considéré comme non-résident fiscal d'un point de vue français. Et pour être considéré comme non-résident fiscal d'un point de vue français, le fisc français va vous donner comme condition d'être considéré comme résident fiscal d'un point de vue américain. À ce titre-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander une exception à cette règle-là au niveau du fisc américain. Et en fait, il y a deux conditions à respecter pour bénéficier de cette résidence fiscale. C'est-à-dire que même si j'arrive au 1er novembre aux États-Unis, je peux être considéré comme résident fiscal à compter du 1er novembre. Mais il y a deux conditions. Il faut avoir passé au moins 31 jours au cours d'année de référence aux États-Unis. Sauf qu'en 2013, j'ai passé au moins 31 jours. Deuxième condition, c'est à ma date de dépôt de déclaration fiscale, on va dire au 15 avril ou au 15 octobre, si vous avez demandé une demande de report, c'est d'avoir passé au moins 2 tiers de présence physique aux États-Unis.
faut qu'au moins 2/3 de votre total de votre nombre de jours aux États-Unis, au moment du dépôt de votre déclaration fiscale, soit aux États-Unis. Si vous avez ça, ce sera important. Et c'est souvent important pourquoi? Pour une règle, notamment en France, c'est pour l'ISF. Parce que vous savez qu'en France, à l'ISF, si au 31 décembre vous êtes considéré encore comme résident fiscal français, on continue à vous imposer sur votre patrimoine mondial. Mais si vous arrivez à prouver qu'au 31 décembre vous n'êtes plus résident fiscal français, à ce titre-là, vous ne serez taxable que sur votre patrimoine français au niveau de l'ISF. Et ça peut avoir un impact très important, ça peut amener une année d'ISF, l'impôt sur la fortune, vis-à-vis de la France. Donc ça, avec cette règle-là, vous pouvez le faire. ISF, impôt sur la fortune. Maintenant, on se fait dans un autre, à l'inverse, je m'en vais. Si je pars, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pars en 2015, je suis en 2014, je reste encore en 2014. En 2015, je m'en vais. Est-ce que je devrais déclarer des revenus aux États-Unis? La réponse, elle va être oui, effectivement, parce que vous allez certainement toucher des revenus américains. Donc, elle est oui, bien sûr. Elle est positive, la réponse. Donc, on va distinguer comme tout à l'heure. Je suis citoyen américain. Et donc, je suis citoyen américain, je m'en vais. Bah, ça ne change rien, puisque ce qu'on appelle, vous l'entendrez souvent, ce qu'on appelle la saving clause, la Constitution américaine, citoyen américain, c'est pour la vie, à moins que je renonce à ma citoyenneté, mais ça se paye. Ça veut dire que vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Attention, vous ne serez pas imposé 2 fois, on en parlera tout à l'heure. Mais si vous allez dans un pays qui a une fiscalité plus favorable que celle des États-Unis, le fisc américain vous demandez de payer différentiel des États-Unis. Vous avez dû voir beaucoup de gens, notamment des actionnaires de Facebook, pour renoncer à leur citoyenneté pour ces motifs-là, parce que si demain ils revendaient leurs actions, ils auraient été taxables en fait, même s'ils étaient résidents du Luxembourg, ils auraient été taxables aux États-Unis. Ils ont renoncé à leur citoyenneté, mais il y avait des conséquences quand même, on en reparlera tout à l'heure. Par contre, en France, à l'inverse, dès lors que je vais revenir en France, j'aurai mon foyer familial en France, je serai considéré résident fiscal français, donc je referai une déclaration de résident en France à ma date d'arrivée en France. Attention, en France, on n'a pas la même notion de résidence fiscale qu'aux États-Unis. Les États-Unis, la notion est assez simple, c'est une présence physique. En France, il y a plein de critères. Il y a la règle de 183 jours, qui elle est une règle au cours de l'année, mais aussi la règle du foyer familial, du centre de vos intérêts économiques et de votre patrimoine où il est situé. Donc les règles de résidence fiscale française sont plus lourdes, bien évidemment, que celles qui sont en France. C'est pour ça que là aussi, en France, théoriquement, vous pourrez être considéré comme résident le jour où vous allez retourner en France. Et donc aux États-Unis, vous continuerez à payer vos impôts parce que vous êtes citoyen américain. Maintenant, deuxième cas de figure, vous avez la carte verte. Je vous en ai parlé tout à l'heure en aparté, donc ça changera pas grand-chose en fait, puisque j'ai repris ce que je vous ai expliqué. Je vous ai parlé de la convention fiscale. Je décide en fait de bénéficier de la convention fiscale, puisque je rentre en France. Je veux faire qu'une déclaration de non-résident aux États-Unis. Donc vous ferez votre déclaration de non-résident en faisant jouer la convention fiscale, en vous attachant que vous êtes bien à jour de votre situation d'immigration. Vous avez fait une demande auprès de l'immigration pour avoir l'autorisation de passer plus de 6 mois en dehors du sol américain. Et avec ça, vous devrez juste faire une déclaration de non-résident. Donc en fait, carte verte, je pars le 15 avril, je fais cette demande d'être considéré comme résident fiscal uniquement français. Donc dans ce cas-là, je vais faire qu'une déclaration de résident fiscal du 1er janvier jusqu'à ma date de départ aux États-Unis et une déclaration de non-résident depuis ma date de départ jusqu'à la fin de l'année. Et à la France, à l'inverse, je fais une déclaration de non-résident du 1er janvier jusqu'à ma date d'arrivée et une déclaration de résident depuis ma date d'arrivée. Je déclarerai tous les revenus. Alors, ça maintenant, vous me dites, ok, mais moi j'ai ma carte verte, mais j'ai entendu parler qu'il y avait une exit tax. Parce que je vais vous parler un petit peu de l'exit tax aussi après la française. Mais il y a une exit tax. Alors, il faut savoir qu'il y a une exit tax aux États-Unis aussi. On pense aussi souvent mais il y en a une. Et on a aussi peur, on va souvent vous dire, attention, si vous prenez la carte verte et qu'un jour vous voulez la rendre, vous êtes coincé parce qu'à vie, on vous prendra, on vous taxera en fait au niveau de l'exit tax. Alors ça, c'est pareil, c'est vrai et c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'en fait, c'est une règle de délai. C'est-à-dire qu'en gros, si demain vous avez l'opportunité de prendre votre carte verte, pendant 8 ans, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que si vous rendez votre carte verte avant un délai de 8 ans, parce que demain vous me dites, moi je ne peux pas faire jouer la convention fiscale parce que je vais vivre à Hong Kong, si vous n'avez pas dépassé un délai de 8 ans de détention de carte verte, vous n'êtes pas assujetti à ce qu'on appelle l'exit tax. Et l'exit tax, c'est quoi? C'est demain, je suis citoyen américain,
où je suis détenteur d'une carte verte depuis au moins 8 ans, au cours des 15 dernières années. Je suis assujetti à cette exit tax dès lors que je remplis l'une des 3 conditions. Mon impôt moyen des 5 dernières années fait au moins 155 000 $. Déjà, il faut y arriver, parce que c'est pas d'impôt. Ou alors, mon patrimoine mondial est supérieur à 2 millions. Déjà, on y arrive plus facilement. Le troisième cas de figure, je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales. Si je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales, là, on ne peut pas prendre sa carte verte sans conséquence. Donc, si l'un des 3 critères se remplit, vous devez faire ce formulaire 8854 quand vous rendez votre carte verte. Et à ce titre-là, vous serez imposé sur toutes vos plus-values latentes, comme les dites taxes en France. Alors, je vais déclarer tout mon patrimoine, qu'est-ce que j'ai, quelle est la valeur de mon patrimoine à la date de départ, et je vais devoir payer un impôt sur ce patrimoine. Sachant qu'on vous donne quand même un abattement de 663 000 $ sur ce patrimoine. Demain, vous aurez quand même au-delà de 2 663 000, vous serez taxé. Donc ça, il faut bien connaître cette règle, mais en même temps, n'ayez pas peur de prendre carte verte à cause de cette règle-là, parce que vous avez 8 ans devant vous. Alors maintenant, j'ai un visa, je rentre, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai rien à faire. Alors là aussi, il y a une petite règle, souvent beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous devez, en fait, il y a comme un quitus fiscal aux États-Unis qui existe. Quand je décide de quitter, j'étais résident fiscal américain, je pars des États-Unis en cours d'année, je dois faire ce qu'on appelle remplir un formulaire qu'on appelle le 1040C en fait, pour avoir ce qu'on appelle le seller permit. Et 1040C, c'est qu'à ma date de départ, au moins 15 jours avant votre date de départ, vous devez aller voir l'IRS. Ça, malheureusement, personne ne peut vous représenter. Vous devez aller les voir physiquement, faire une petite déclaration récapitulative à votre date de départ, déclarer tous vos revenus, et montrer au fisc, voilà, j'ai gagné tant jusqu'à ma date de départ, j'ai payé mon impôt déjà aujourd'hui, parce qu'il faut leur prouver que vous avez couvert votre impôt, donc je suis à jour de mes obligations fiscales, et je veux partir. Et l'IRS vous donne un seller permit, une attestation fiscale, qui vous donne le droit normalement de quitter le territoire. Parce que si même un jour vous avez un contrôle à l'aéroport avant de partir, et encore une fois ça se passe quasiment jamais, on ne sait jamais, et vous dites moi je m'en vais, je retourne en France, on peut vous demander ce papier en fait. Et en vous disant, montrez-nous que vous êtes à jour des obligations fiscales, vous avez un quitus de l'IRS, et si vous ne l'avez pas, techniquement on peut vous dire même si vous ne pouvez pas partir tant que vous ne l'avez pas. Il faut qu'on soit sûr que vous êtes à jour de vos impôts. Attention, ça ne vous dispense pas de ne pas faire de déclaration fiscale. On se situera toujours dans le même critère que tout à l'heure. Je vais devoir faire quand même en fin d'année une déclaration de résident fiscal jusqu'à ma date de départ et une déclaration de non-résident depuis ma date de départ jusqu'au 31 décembre pour les revenus américains. Puis à l'inverse en France, toujours pareil, date de résident, déclaration de non-résident jusqu'à ma date d'arrivée et de résident depuis ma date d'arrivée. Donc ça leur permet de retenir le bien aussi 1047, parce que c'est souvent une chose aussi on a tendance, qui est très peu connue, très peu de gens connaissent en fait. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Martin et Chantal, ils sont résidents américains, résidents fiscaux. Qu'est-ce qui se passe? À ce titre-là, en fait, ils vont être taxés sur leurs revenus mondiaux, s'ils sont résidents fiscaux américains. Donc, il va falloir que je déclare tous mes revenus que j'ai en France, aux États-Unis et ailleurs. Il faut que je les déclare ici. Vous êtes taxé vous avez une imposition sur les revenus mondiaux. Après, on aura des conventions fiscales qui vous permettront d'éviter la double imposition. A l'inverse, si Martin et Chantal ne sont pas encore considérés comme résidents fiscaux au niveau américain, ils seront taxables sur leurs revenus américains spécifiques. Et c'est quoi? Par exemple, vous avez des revenus fonciers, j'ai un immeuble, j'ai un appartement que je loue, il va falloir les déclarer et payer aux impôts ici, ce sont des revenus américains spécifiques. Vous revendez demain un bien immobilier, je réalise une plus-value immobilière, il faut que vous payiez un impôt aux États-Unis aussi. Il y a des retenues de toute façon qui s'appliqueront. Je touche un salaire pour une prestation que je réalise aux États-Unis. Je dois payer un impôt ici, sur le territoire américain. J'ai des dividendes. Alors les dividendes, vous allez avoir un prélèvement libératoire qui sera de 15%. Je touche des dividendes d'une société américaine. Grâce à la convention fiscale, dont on va parler tout à l'heure, je bénéficie d'un taux réduit de 15%. Donc ça, ce sont des petits exemples. Il y en a d'autres exemples, mais qui vous montrent un petit peu si vous êtes non résident.
Alors maintenant, si Martin et Chantal sont résidents fiscaux français, bien évidemment, c'est la fiscalité française qui s'appliquera sur les revenus mondiaux, il faudra déclarer l'intégralité en France aussi. Et ça, c'est pareil. Hein. On pense souvent que c'est une spécificité américaine de dire on est taxable sur les revenus mondiaux. En France, quand on est résident fiscal français, on doit déclarer aussi ses revenus mondiaux. Voilà, c'est un sac qui va être très important. Martin et Chantal, maintenant, je suis résident américain. Sur quoi je vais continuer à payer un impôt en France? Qu'est-ce qui va se passer en France? Pourquoi je vais continuer à être assujetti à un impôt en France? Donc là, la convention fiscale sera importante et les règles de base seront importantes. Premier cas de figure, j'ai des revenus fonciers. J'ai des revenus fonciers français. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire votre déclaration de non-résident en France. Donc vous allez y déduire vos charges. Vous aurez vos revenus nets fonciers. Le fisc français, parce qu'en France, à l'inverse des États-Unis, ici, c'est vous qui devez calculer votre impôt. En France, c'est le fisc français qui calcule votre impôt. Donc le fisc français va calculer votre impôt, basé sur le revenu foncier, puisque vous êtes non-résident. Et ça, on va dire que ça va être le seul cas de vous aurez vos revenus applicables, dans ce cadre précis. Le fisc français arrive à un taux d'imposition de 12%. On va dire non, c'est minimum 20%. Vous êtes non-résident fiscal, même si vous êtes normalement, vous devez payer un impôt inférieur, parce qu'on va calculer votre impôt comme si vous étiez résident fiscal français, et bien vous paierez au moins 20%. Déjà, c'est une première chose. Si vous avez des revenus fonciers et que vous êtes aux États-Unis, en France, vous verrez au moins 20%. Certains d'entre vous l'ont déjà, vous verrez que c'est application minimum 20%. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, revente d'un bien immobilier. Alors la revente d'un bien immobilier ne se fait pas sur une déclaration, c'est un prélèvement, ce qu'on appelle libératoire, auprès du notaire en France, accrédité par un représentant fiscal, parce que quand on est non-résident fiscal français, il faut avoir un représentant fiscal en France. Et à ce titre-là, vous allez être assujetti à une retenue à source de 33 un tiers. C'est assez lourd. Mais ça, je vous parle juste d'impôt sur le revenu. Attention. Il y a une autre taxe maintenant qui s'ajoute depuis 2012, malheureusement. C'était 1er 2013, 1er juin 2013, la première année d'application. C'est la CSG-CRDS, qui fait beaucoup de litiges en ce moment. La loi a changé en cours d'année, et rétroactive au 1er janvier 2013. Elle dit la chose suivante: tout non-résident fiscal français est assujetti aux prélèvements sociaux, entre parenthèses 15,5%, dans deux cas précis: revenu immobilier, donc revenu foncier, plus-value immobilière. Donc vous faites l'addition déjà, vous rajoutez aux chiffres dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Premier cas de figure, j'ai les revenus fonciers. Donc j'ai payé au moins 35,5% d'impôt en France. Deuxième cas de figure, plus-value immobilière, 33 un tiers. Vous y rajoutez 15,5. Donc là, on arrive quasiment à 50%. Donc si certains d'entre vous pensez faire des opérations immobilières quand vous êtes résident américain, faites attention. Ayez ça en tête, parce que si vous ne bénéficiez pas d'abattement en France, pour durée de détention, vous serez taxable quasiment à plus de 50%. Sachant qu'en plus, depuis 2013, on a une surtaxe qui s'applique aussi sur les plus-values qui sont supérieures à 50 000 euros, qui va jusqu'à 6%. Donc vous pourriez même arriver à 33 un tiers, plus 15,5, plus 6%. Bon, la seule chose, c'est qu'ils ont donné grandement un abattement de 25% sur les ventes immobilières depuis le 1er septembre jusqu'au 31 août 2014. Donc sachez qu'il y a un abattement temporaire actuellement de 25%. L'autre chose qu'ils ont fait, et aussi, pour ceux d'entre vous qui ont l'immobilier, vous savez qu'avant c'était repassé à 30 ans l'exonération sur les plus-values immobilières en France, c'est l'exonération d'impôt. Ils ont redécoupé en deux en fait. Hein. Ils ont dit pour l'impôt sur le revenu, maintenant on descend à 22 ans. Mais par contre, pour les prélèvements sociaux, CSG-CRDS, on reste à 30 ans. Maintenant, on va faire distinguer deux types d'impôts en France pour les durées de détention. Par contre, faites très attention. Nous, en tant que résidents fiscaux, nous, résidents fiscaux américains, vous allez redéclarer vos revenus mondiaux, dont français, aux États-Unis. Vous allez déclarer vos plus-values immobilières, par exemple, vous allez déclarer vos revenus fonciers. On va bénéficier d'un crédit d'impôt, mais malheureusement, le crédit d'impôt, il sera l'impôt sur le revenu français. La CSG-CRDS, les 15,5% qui sont ici, ne seront pas considérés comme un crédit d'impôt d'un point de vue américain, d'un point de vue conventionnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vraie double imposition. Je vous donne un exemple. Demain, vous êtes aux États-Unis, vous avez votre tranche d'imposition marginale de 35%. Donc tout revenu supplémentaire est taxé à 35%. J'ai des revenus fonciers qui
qui vont être taxés à 35, et qui vont être taxés en les rajoutant ici à 35. Je vais retirer, malheureusement pas 35, mais 20. Donc le fisc américain va vous dire payez-moi 15 ans plus. Donc, ça revient à dire qu'à la fin, que sur les revenus fonciers, on se retrouve à 20 plus 15,5 plus 15% aux États-Unis. Donc ça va très vite. Alors pour la petite histoire quand même, la CSG-CRDS, la France est attaquée auprès de l'Europe, auprès de la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne devait rendre un arrêté en janvier et le rendra en février. Et normalement cet arrêté devrait condamner la France. Il devrait dire à la France, vous n'avez pas le droit d'imposer la CSG-CRDS pour un non-résident fiscal. Donc on devrait revenir en arrière. Mais pour obtenir le dégrèvement après l'impôt, ça sera compliqué. Mais en revanche, la CSG-CRDS, à l'époque, c'était mis en place par OCAR, c'était la même histoire en fait. Hein, ça avait été invalidé par l'Europe. Mais bon, c'était une décision, à mon avis, qui était essentiellement politique, mais qui à l'heure actuelle, malheureusement, s'applique. Autre cas de figure, les revenus et plus-values mobilières. Les revenus et plus-values mobilières, là, il y a un cas de figure qui dit, par la convention fiscale, ces revenus sont taxables uniquement aux États-Unis. Donc en France, vous n'aurez pas d'imposition. Demain, je revends des actions, il n'y aura pas d'imposition en France. Mais attention, qu'est-ce que a fait le fisc français? C'est là où je vais en revenir depuis 2011, en fait. Ça a été mis en place sous le gouvernement Fillon depuis 2011. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une exit tax qui s'applique. Cette exit tax, elle dit la chose suivante. Si je suis propriétaire d'actions, il y a deux critères. Soit j'ai 1% du capital social d'une société, soit j'ai des actions pour un total de 800 000 euros. Avant, c'était 1,3 million, ils ont diminué à 800 000 euros depuis le 1er janvier. La France vous dit, ok, si vous voulez partir, vous faites résidence fiscale, vous devez payer un impôt, comme je vous ai expliqué tout à l'heure du côté américain, ce qu'on appelle une exit tax. Vous devez payer un impôt ou nous donner des garanties. Et si vous revendez ces actions dans les 15 ans, vous devrez payer l'impôt, votre part d'impôt qui était calculée en France. Si vous revendez au-delà de 15 ans, vous ne paierez uniquement que les prélèvements sociaux qui seront les 15,5%. Donc c'est un petit peu la parade malheureusement, c'est que même si vous avez les actions, vous pouvez rentrer en exit tax. Donc si certains d'entre vous ne sont pas encore partis officiellement, faites attention parce qu'il y a des exit tax à faire aussi comme formulaire en France. Et ça, il faut faire normalement 30 jours avant votre date de départ officielle. Autre chose, les dividendes. Alors, les dividendes en France, vous êtes aujourd'hui résident fiscal américain. Vous touchez des dividendes d'une société française, hein, de votre banque, de placement que vous avez. La convention fiscale, normalement, s'il n'y a pas de convention fiscale, c'est 30% en France. Mais si on a une, c'est 15%. Sauf que dans la plupart des cas, les banques oublient en fait de vous mettre les 15%. Donc si vous dites rien à la banque, si vous ne faites pas de démarche auprès de votre banque, c'est-à-dire que même si vous dites à votre banque, je suis résident américain, ils vont continuer à vous prélever 30%. Il va falloir dire à votre banque américaine et leur prouver, attention, je suis résident fiscal américain, et vous devez me prendre 15 et pas 30. Parce que si vous ne faites pas cette démarche volontaire, ce n'est pas votre banque qui va vous réduire malheureusement. Donc vérifiez souvent, surtout pendant le début d'année, sur les formulaires de 2013 que vous avez, vérifiez combien votre banque vous a prélevé d'impôts sur vos dividendes. En fait. Et ça va très vite, c'est-à-dire que si vous ont pris 30, ils ont pris 30. Par contre, ici, nous on pourra déduire que 15, parce que la convention fiscale elle dit vous êtes assujetti à une reconnaissance de 15%. Donc si par erreur votre banque française a pris 30, le fisc américain va refuser les 30% de prix d'impôt. Il va prendre que ce que la convention fiscale lui dit, il va prendre que 15%. Donc il faut être bien prudent là-dessus. Autre chose aussi, vérifiez bien les prélèvements sociaux, CSG-CRDS, notamment sur les produits financiers, comme les intérêts, le placement d'assurance vie ou les intérêts quelconques qu'ils soient. Même chose, si vous ne dites rien à votre banque, même si vous dites que vous êtes parti, ils vont continuer à vous prélever aux 15,5% de CSG-CRDS. Donc vérifiez aussi si vos relevés bancaires français, on ne vous prélève pas ces 15,5% de CSG-CRDS, parce qu'en tant que non-résident, comme je vous ai dit tout à l'heure, les seuls deux cas de figure où vous payez CSG-CRDS pour le moment, ce sont les plus-values immobilières et les revenus immobiliers fonciers. Tous les autres cas, que ce soit revenus financiers ou autres, et même salariaux, vous ne payez pas la CSG-CRDS en tant que non-résident fiscal. Encore une fois, c'est comme tout, si vous ne dites rien, on va vous les prélever. Même si vous dites à votre banque avec une résidence, même si la banque le sait, elle ne va pas le faire. Donc c'est à vous d'aller vous rapprocher de votre banque pour bien faire attention. Alors le cas des retraites. J'ai une retraite française, j'habite aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe sur cette retraite?
Alors ça, c'est l'article 18 de la Convention fiscale. Et c'est un des articles où on a le plus grand avantage en tant que résident fiscal français. Elle dit la chose suivante: les retraites sont taxables uniquement, exclusivement dans le lieu de cotisation. Ça, c'est très important. Même la saving clause ne s'y applique pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, je suis résident fiscal américain, citoyen en carte verte ou résident parce que j'habite ici. Sur mes retraites françaises, je ne paierai un impôt uniquement qu'en France. C'est-à-dire que même si j'ai une tranche d'imposition supérieure aux États-Unis, je ne paierai pas aux États-Unis différentiel. C'est un des seuls cas, voire même le seul cas, on va dire, où vous ne paierez pas de différentiel d'impôt dans votre pays de résidence fiscale, en l'occurrence aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, j'ai ma retraite de 50 000 euros. Je vais juste l'inclure dans ma déclaration américaine à titre d'information, en faisant joindre la convention fiscale, en disant d'après la convention fiscale, j'ai touché 50 000 euros de retraite, mais d'après l'article 19, je ne suis pas taxable aux États-Unis, et exclusivement, ça sort de l'assiette de votre impôt américain. Donc ça ne va pas vous faire augmenter votre tranche d'imposition aux États-Unis, ce qui est un avantage quand même très important. Donc du coup, en France, comme les retraites sont en général peu fiscalisées ou moins fiscalisées, vous y serez gagnant grâce à ça. Et ça aussi, souvent, on a tendance à ne pas connaître cet article de la Convention. Elle est très intéressante. Et ça, même si demain vous êtes citoyen américain. Encore une fois, j'insiste, c'est un des rares cas où la saving clause ne s'applique pas. Autre cas de figure, les assurances vie. Pareil, assurance vie, on oublie souvent, nous, quand on est en France, on a une assurance vie. On se dit, ben moi, je touche des intérêts, mais ils sont bloqués, donc je ne suis pas taxable, je ne paie pas d'impôt. Oui, mais vous êtes résident fiscal américain. Et le fisc américain ne reconnaît pas les assurances vie étrangères. Ça veut dire qu'elle va considérer que vous avez touché un revenu. Donc tout accroissement de votre portefeuille d'assurance vie, vous avez l'obligation de déclarer ces revenus aux États-Unis et payer un impôt aux États-Unis. Faites attention aussi. Par contre, en échange, vous n'aurez pas payé au CSG-CRDS, mais tous les intérêts que vous allez pouvoir toucher, même s'ils sont bloqués, même s'ils ne sont pas fiscalisés en France, devront être fiscalisés aux États-Unis, parce que l'assurance vie ne sera pas reconnue aux États-Unis, puisque eux, ils reconnaîtront que les assurances vie américaines, et donc ça va être considéré comme un élément de revenu. Ça aussi, on a souvent tendance à l'oublier, et le contrôle de plus en plus, l'officiel. Enfin, l'impôt sur la fortune, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un impôt sur la fortune. Si vous avez un impôt sur la fortune, vous continuerez à être redevable de l'impôt sur la fortune en tant que non-résident, uniquement sur les biens qui sont situés sur le territoire français, et uniquement si vous disposez de 25% d'au moins du capital d'une société. C'est seulement dans ce cas de figure-là, vous continuerez à payer l'impôt sur la fortune côté français. Alors maintenant, on va parler, Martin et Chantal ne veulent pas payer leurs impôts deux fois, évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe pour éviter cette double imposition? Donc on a 3 conventions fiscales qui existent entre les États-Unis et la France. On a la chance d'avoir de très bonnes conventions fiscales, contrairement par rapport à d'autres pays. La première convention, ce qui couvre l'impôt sur le revenu et la fortune, qui est la convention qui a été signée en 1994, elle a été modifiée à plusieurs reprises, dernièrement en date de 2009. La deuxième convention, qui est une convention sur les successions et donations, pareil, on a souvent tendance à l'oublier, celle-ci. Elle date de 1978 et elle est exceptionnelle en termes d'avantages fiscaux au niveau des abattements pour un résident fiscal américain ou français. Donc ça, on a souvent, ça aussi c'est quelque chose qui est très important, succession et donation. C'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Peut-être qu'on aura un jour l'occasion d'en refaire une sur ce point précis. Mais vraiment, la succession et donation, c'est un impact qu'il ne faut pas négliger quand vous êtes ici aux États-Unis. Il faut savoir juste pour l'aparté que la notion de résidence fiscale au niveau des successions et donations aux États-Unis est complètement différente de celle d'impôt sur le revenu. On ne parle pas d'une notion de présence physique. Ce n'est pas parce que vous êtes présent physiquement au moins 183 jours aux États-Unis que le fisc américain va vous considérer comme un résident fiscal au sens de l'impôt sur les successions et donations. Donc à ce titre, il n'existerait pas l'abattement des 5 340 000 $. Et ça, c'est important. Essentiellement, le fisc américain regarde votre capacité, votre volonté de rester sur le sol américain de façon indéfinie pour être considéré comme résident fiscal au sens des successions et donations. Et en gros, c'est quoi? C'est d'avoir au moins une carte verte en quelque sorte. Ça, on aura peut-être l'occasion un jour d'en reparler, mais ça, c'est un conseil à vous donner, ne négligez pas cet aspect parce que ça peut être très important et c'est pas donné ici aux États-Unis. Et la troisième convention qui existe, c'est l'accord de la sécurité sociale de 1987. Et cet accord, il permet essentiellement, il parle essentiellement des retraites en fait. Parce que vous dites, tiens, moi j'ai cotisé presque toute ma vie en France, pour une partie, mais j'ai cotisé aussi ici parce que j'ai touché un salaire américain.
vous avez la possibilité en fait de récupérer des trimestres que vous aurez passés ici, de les créditer sur vos trimestres français. Et ça, c'est cet accord de sécurité sociale qui définit un petit peu ce cadre. Donc là, aujourd'hui, essentiellement, hein, ce dont on a parlé déjà, c'est surtout, et on va continuer à parler, c'est surtout de la convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Les deux autres, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bien évidemment, pas de convention avec l'État fleuri, mais il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas de problème. Donc, accord fiscal entre la France et les États-Unis, qu'est-ce qu'il dit donc, en matière de double imposition de crédit d'impôt? Alors, si je suis foyer fiscal français, donc moi je reste résident fiscal français, et je suis non-résident fiscal américain. Ça peut être votre cas un jour si vous rentrez en France, mais vous continuez en fait, par exemple, à conserver des revenus fonciers aux États-Unis. La convention fiscale elle distingue deux types de crédit d'impôt, en fait, hein, deux catégories de crédit d'impôt en fonction de la nature de vos revenus. La première, elle vous dit à la chose suivante: sur tout ce que vous avez payé aux États-Unis, vous aurez un crédit d'impôt correspondant à l'impôt américain en France, à condition bien évidemment qu'il ne soit pas supérieur à l'impôt français. Donc demain, j'ai vendu un appartement, une maison aux États-Unis, je bénéficie d'un crédit d'impôt sur ma déclaration fiscale personnelle en France. Pareil pour les dividendes, les intérêts. Deuxième cas de figure, le fisc français vous donne un crédit d'impôt, ça il faut bien suivre, qui correspond à l'impôt français, pas l'impôt américain. Et ça, c'est essentiellement pour les revenus fonciers. Pour ça, parfois, je me dire, est-ce que ça vaut le coup si je rentre en France de garder mes revenus fonciers américains? J'aurais tendance à vous dire oui. Pourquoi? Parce que le crédit d'impôt que va vous donner le fisc français sur votre déclaration française correspond à l'impôt français. Même si aux États-Unis j'ai payé 10% d'impôt, et qu'en France, en calculant mon impôt avec la CSG, CRDS, j'arrive à 40, la France va vous donner 40% de crédit d'impôt. Ce qui est super intéressant. Donc ça, il faut la connaître. Le seul impact, ça peut vous faire augmenter légèrement votre tranche d'imposition vis-à-vis de la France, mais en termes d'impact fiscal, il n'y en aura aucun. Puisqu'on va vous donner le crédit d'impôt, l'impôt théorique français, même si vous avez moins payé aux États-Unis. Donc ça, c'est important de connaître. Et bien évidemment, les crédits d'impôt sont toujours limités à l'impôt français. Maintenant, pour un foyer fiscal américain, donc moi je suis résident fiscal américain, j'ai payé les impôts en France. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la convention elle est plus simple, hein, elle va vous dire que l'impôt que vous avez payé en France sera un crédit d'impôt aux États-Unis, à l'impôt, enfin à l'exception, dans la limite de l'impôt américain, bien sûr, c'est-à-dire que si vous avez plus payé en France, comme c'est le cas souvent, ben, ce sera limité à l'impôt américain. Et pour un foyer fiscal français-américain, les conventions fiscales qui est assez intéressante aussi, hein, si certains d'entre vous vont rentrer un jour en France, vous êtes citoyen américain, vous aurez en fait comme crédit d'impôt quasiment dans l'intégralité des catégories de revenus l'impôt théorique français, avec l'avantage dont vous parlez tout à l'heure. Donc même si ce sont des intérêts, des produits financiers, vous aurez un impact fiscal qui sera relativement intéressant en fait côté français, puisque finalement il n'y aura pas d'impact fiscal d'avoir des revenus à l'étranger. Autre sujet qui est assez important, si vous êtes résident fiscal américain maintenant, certainement beaucoup d'entre vous, il y a des formulaires qu'il faut connaître, il y a notamment une loi, hein, vous devez en entendre parler, qui est la loi FATCA. Alors, la loi FATCA, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la chose suivante, elle dit tout établissement bancaire maintenant, étranger, dès lors qu'il a un résident fiscal américain. Et ils ont bien précisé résident fiscal, au sens de l'immigration américaine. Même ce sont des gens qui ont des visas, comme je disais tout à l'heure, ou qui, à partir du moment où ils ont dépassé les règles de présence physique, tous les établissements bancaires ont l'obligation de déclarer et d'envoyer automatiquement l'information au fisc américain des détenteurs de comptes en banque à l'étranger. Vous avez certains d'entre vous peut-être ont dû avoir des banques, même BNP en France, Société Générale, dès lors que vous avez dit que vous étiez résident fiscal américain, normalement ils doivent vous faire remplir maintenant un formulaire, ce qu'on appelle un WNF. Il y en a même d'ailleurs, il y a même certains qui peuvent vous dire on ne vous veut plus comme client, ce qui se passe souvent en ce moment, même avec les banques françaises, parce que c'est trop compliqué pour nous à chez nous. Parce qu'ils ont une obligation, attention, financière aussi, c'est-à-dire que, et pénale, hein, c'est-à-dire que s'ils ne le font pas, pour eux c'est du pénal également. Donc tout le monde est en train de se mettre à jour, et cette loi rentre en vigueur au 1er juillet 2014. Donc, et qu'est-ce que va faire le fisc américain avec cette information? Il va recouper avec un formulaire que vous devez établir, vous, dans votre déclaration fiscale américaine, dans votre 1040. Et ce formulaire, c'est le numéro 8938. Et il dit la chose suivante, dès lors que vous avez, si vous êtes célibataire,
plus de 50 000 $ en totalité, si je fais la somme de tous vos placements, ou 100 000 $ si vous êtes marié, vous devez déclarer chacun de vos comptes. Et dans la liste de ce qu'il faut déclarer, il y a les comptes en banque, les prêts que vous avez pu accorder, vous personnellement, hein, les prêts dans les sociétés, les comptes courants que vous pourriez avoir, mais également les retraites. Les retraites, même si vous n'avez pas de valeur, il faut les déclarer à zéro, mais les retraites aussi, il faut les déclarer. Les assurances vie, j'ai parlé tout à l'heure des assurances vie, ça, il faut les déclarer sur ce formulaire-là. Les comptes courants des sociétés, il faut les déclarer. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire et qu'il faut faire. Alors ce formulaire, pour cette histoire, il existe depuis 2011. C'était la première étape de cette fameuse loi FATCA. Donc ça fait depuis 2011 qu'elle est mise en place. Et elle va être recoupée d'ici, normalement, d'ici 1 ou 2 ans, le temps que ça se mette en place avec les banques. Mais normalement, il y aura des croisements automatiques maintenant. C'est-à-dire que le fisc américain va regarder, tiens, 8938, tiens, je vais regarder, si j'ai reçu des informations des banques françaises, je vais regarder si ça colle. Et attention, les valeurs que vous devez indiquer correspondent aux valeurs les plus hautes que vous avez eues au cours d'année. Vous imaginez un peu le travail que ça représente. Ce n'est pas votre valeur au 31 décembre, hein. C'est la valeur la plus haute. Donc, même si à un moment donné, vous avez fait un emprunt en France, vous avez touché 100 000 euros pardon, avec cet emprunt, il va falloir le déclarer en fait. Ce que vous avez sur votre compte en banque à un moment donné 100 000 euros. Ça, c'est un peu fastidieux, c'est du travail. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous faites votre déclaration fiscale, surtout la première. Parce que si vous le payez dans la première pour se régulariser, ça va être compliqué. L'autre formulaire, c'est le formulaire FBAR. Alors ce formulaire, c'est un formulaire qui est complètement détaché de votre déclaration fiscale. Il a toujours existé, ce formulaire. On en entend parler depuis 2 ans. Il a toujours existé. Il dit la chose suivante: dès lors que vous avez plus de 10 000 $, la somme de vos comptes en banque. Là, on parle que de comptes en banque. Hein. On ne parle plus de retraite, on ne parle plus de compte en banque, on parle de compte financier. Les assurances vie, ça en fait partie. On considère que c'est un placement dans un compte financier. Dès lors que la somme de tous ces comptes font plus de 10 000 $, vous devez déclarer chaque compte aussi. Mais ça, ce formulaire-là a toujours existé. Avant, il s'appelait TDF 9022. Maintenant, il a changé de nom, il s'appelle le FIN 114. Il doit être rendu au 30 juin. Et il faut l'effectuer. Encore une fois, parce qu'il y a de plus en plus de contrôles, on en parle beaucoup en ce moment, et il y a de plus en plus de contrôles. Attention, même si vous avez signature de compte en banque en France, auprès de vos parents, de vos enfants, vous devez les déclarer ici. Ou de sociétés dans lesquelles vous avez des participations. À partir du moment où vous avez une autorité sur un compte en banque en France, vous devez le déclarer. Je sais que c'est lourd, mais bon, c'est à faire. 2 autres formulaires à connaître, ce sont les 5471 et 8865. Si demain j'ai des sociétés françaises dans lesquelles je suis associé ou gérant, alors la règle en général pour un associé c'est moins 50%. Si j'ai une société par exemple qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, je dois faire ce formulaire 5471. Si j'ai une SCI, transparente fiscalement, je dois faire un formulaire qui s'appelle 8865. En gros, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre les états financiers de mes sociétés françaises, les traduire aux États-Unis et les déposer sur ces formulaires fiscaux. Si je ne le fais pas, tous les impôts français que j'ai pu payer peuvent être mis en cause. D'un point de vue américain. Autre formulaire à connaître, je ne vais pas indiquer ici, mais connaissez-le, c'est le formulaire 35. Si vous touchez une succession, une donation d'un résident fiscal étranger, dès lors que cette donation de succession fait au moins 100 000 $, vous devez déclarer, vous avez une obligation de déclaration aux États-Unis. On ne va pas vous demander de payer un impôt, on va juste vous dire, déclarez-nous que vous avez touché une succession, une donation dès lors que ça fait plus de 100 000 $. Et c'est un formulaire qui s'appelle le 35. Et ça c'est pareil, si vous ne faites pas ce formulaire-là, c'est 20% de pénalité si un jour on vous contrôle et qu'on s'aperçoit que vous avez ça. Alors que si vous le faites, il n'y a rien à payer, puisque l'impôt sur les successions et donations est du ressort de la fiscalité française. Et c'est du ressort de la fiscalité de la personne qui donne ou qui décède. Mais à titre d'information, vous devez donner cette information auprès du fisc américain. Donc ça, pensez à ce formulaire-là, parce que tous ces formulaires sont des formulaires d'information, encore une fois. Le fisc ici n'est pas là pour vous taxer dessus. Mais malheureusement, le fait de ne pas déclarer ces formulaires peut avoir des conséquences qui peuvent être très importantes. Donc on va en parler. Comment sont comptées les déclarations fiscales ici? Bon, elles sont quand même, le fisc américain n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes effectifs en ratio que le fisc français, mais ils contrôlent quand même. Donc eux, ils font plus des contrôles mathématiques, hein, donc ils regardent toutes les anomalies qu'ils peuvent détecter. Il y a des échanges d'informations, il y a quand même une convention fiscale qui marche bien entre la France et les États-Unis. Donc le fisc français, quand il envoie des informations au fisc américain, il y a un recoupement qui va être effectué. Et bien évidemment, il y a toujours les fameuses dénonciations qui sont universelles.
que se passe-t-il si l'IRS trouve une erreur ou une omission de déclaration pour ces fameux comptes? Alors, au niveau fiscal, ça peut aller jusqu'à 10 000 $ par compte que vous avez mis. Au niveau des formulaires 5471, vous en avez parlé tout à l'heure, ça peut être une amende de 10 000 $ par mois de retard et une remise en cause des crédits d'impôt. Parce que si demain j'ai une SCI française qui est transparente fiscalement, je paie un impôt en France, donc je vais redéclarer les sommes ici. Et si vous ne faites pas ce formulaire-là, le fisc américain peut vous dire ah non, je refuse de vous donner le crédit d'impôt parce que vous n'avez pas fait ce formulaire fiscal. 9265. Plus important encore, les pénalités civiles, ça va jusqu'à 50% du montant de ce que vous avez omis par année. Attention, c'est par année. On peut arriver à 10 fois la somme que vous avez en banque. Demain, j'ai 100 000 € que j'ai oublié de déclarer. Ben, malheureusement, techniquement, la loi, c'est le fisc américain ne vous répondra pas. Vous ne pouvez pas répondre ici, malheureusement, aux États-Unis, je ne savais pas. Aux États-Unis, la bonne foi ne marche pas, c'est eux, c'est le mensonge. Ils n'aiment pas le mensonge. Enfin, ils n'aiment pas qu'on oublie de leur faire des choses, de leur déclarer des choses. Vous connaissez les États-Unis, comment ça marche. On n'aime pas le mensonge, on n'aime pas qu'on leur mente. Donc, dès que vous êtes transparent, si vous êtes le plus transparent possible, vous n'aurez jamais de problème. Par contre, le jour où il tombe dessus et s'aperçoit que vous avez menti, entre guillemets, après une notion de bonne foi est quand même assez délicate, là ça ne pardonne pas, c'est 50% du montant que vous avez omis par année. Et bien évidemment, il y a des pénalités criminelles qui s'en suivent. On donne souvent pour la petite histoire à Al Capone. Al Capone, c'est comme ça qu'ils l'ont eu en fait. Ce n'est pas pour ses crimes d'hommes qu'il avait effectués, c'était pour sa fraude fiscale, ce qu'il avait omis de déclarer ses avoirs financiers à l'étranger. Et c'est comme ça qu'ils l'ont eu et qu'ils l'ont mis en prison. Bon, bien évidemment, faites attention sur votre statut d'immigration, si vous pensez que vous avez des problèmes après derrière, ça peut avoir un impact, y compris sur votre carte verte, y compris sur votre citoyenneté. On a le droit de retirer votre passeport américain. Alors, comment rectifier une mauvaise déclaration? Vous avez le droit de faire des déclarations rectificatives, de revenir en arrière, de modifier vos déclarations. Faites attention parce que la réaction de l'IRS, ça peut être aléatoire. Parfois, ça peut passer, parfois, ça ne peut pas passer. Ce qui passe de moins en moins aujourd'hui, c'est les gens qui avaient omis de déclarer leur compte en banque et qui se mettent à les sortir aujourd'hui. Ça marchait encore 2-3 ans. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a des programmes d'amnistie qui ont été mis en place. Et ces programmes d'amnistie, en fait, ils proposent la chose suivante. Ils disent, venez venir nous voir. Vous êtes transparent avec nous maintenant. Vous payez 27,5% quand même de pénalité sur ce que vous avez omis de déclarer. Donc, on parle de 27% du montant que vous avez en banque. On vous donne ça, mais par contre, on ne vous embêtera pas. Vous n'aurez pas de poursuite criminelle, dès lors que vous nous montrez quand même que vous n'avez pas fait de fraude fiscale. Vous n'aurez pas de poursuite criminelle, donc on ne vous embêtera pas. Par contre, si vous faites vos déclarations fiscales volontairement en essayant de faire ce qu'on appelle les silent returns et qui vous tombent dessus un jour, on ne pourra pas bénéficier de ce programme d'amnistie et vous risquez d'avoir les fameux 50% de pénalité. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à faire des silent returns, les gens qui rentrent dans ce programme d'amnistie se plaignent, se disent c'est pas juste parce que nous, on est venu volontairement, on a fait des pénalités. Il y en a qui le font de façon silencieuse, ils n'ont pas de pénalité. Donc l'IRS a dit on va faire de plus en plus de contrôles sur les gens qui en fait font apparaître des comptes en banque du jour au lendemain comme ça. Ça fait un compte en banque qui sort du chapeau, on ne sait pas d'où il sort. Donc ça c'est pour cette partie-là. Et par rapport aux revenus que vous avez omis de déclarer, la pénalité c'est 5% du montant de la taxe que vous avez omis de déclarer en fait. C'est 5%, là on parle de l'imposition en fait. En haut on parlait du montant que vous avez en banque, là on parle de 5% du montant d'impôt que vous avez omis de déclarer par mois de retard jusqu'à 25% maximum. On ne peut pas être à plus de 25%. Vous avez les intérêts aussi qui vont s'y appliquer.